En manchette, aujourd'hui, élection fédérale, c'est ce soir que tout se joue. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en cette journée électorale, la journée du 20 septembre. Donc aujourd'hui, 20 septembre, c'est la journée du vote au niveau des élections fédérales 2021. Vous avez, si ce n'est pas déjà fait, jusqu'à 21 h ce soir pour aller voter. On rappelle les différents résultats de la précédente élection, c'était en 2019. Dans Berthier-Masquinongé, 9 candidats se faisaient la lutte. On rappelle que Yves Perron du Bloc québécois avait récolté 21 200 votes, soit 37,6 % du nombre total de scrutins, donc de votes émis dans les boîtes de scrutin. Ruth-Hélène Brosseau, du nouveau Parti démocratique, avait pris le second rang avec 19 698 votes, soit 35 % du total des votes. Christine Poirier, représentant le Parti libéral du Canada, avait obtenu 7 796 votes, ou 13,8 % du total du scrutin. Josée Bélanger, du Parti conservateur, avait, quant à elle, obtenu 5 812 votes, ou 10,3 %. Le total des bulletins déposés était de 57 331. Le nombre d'électeurs inscrits lors de ce scrutin était de 87 987. Cette année, rappelons-le, il y a 8 candidats dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Selon les derniers chiffres, la bataille était serrée entre Yves Perron et Ruth-Hélène Brosseau, un peu comme à l'élection précédente. André Bellemare, le libéral, et Léo Soulière, le Parti conservateur, selon les sondages, seraient à peu près au coude à coude, mais pour le 3e rang. Geneviève Sénécal, Parti populaire du Canada, et Laurence Réquillé du Parti vert ferment la marche si on se fie au sondage, mais le vrai sondage, c'est aujourd'hui, le 20 septembre. Mentionnons d'ailleurs que la circonscription de Berthier-Masquinongé se classe 2e dans la grande région de Lanaudière pour le nombre de votes par anticipation. 20 847 personnes ont voté par anticipation. C'est une belle augmentation par rapport à 2019, alors que 17 367 personnes avaient apposé leur X dans l'isoloir. Mentionnons que CTRB couvre les élections ce soir et que nous tenterons d'avoir tous les résultats demain lors de notre prochain bulletin ainsi que les commentaires des différents candidats. Considérant les nombreux votes par correspondance, une question se pose, aurons-nous vraiment tous les résultats ce soir? C'est à suivre. On passe maintenant au municipal. La ville de Lavaltrie annonce l'aménagement imminent d'une place publique en l'honneur de son 350e anniversaire, qui aura lieu en 2022. Située dans le cœur villageois, sur le terrain adjacent au presbytère, la place du 350e sera un lieu de rassemblement convivial et chaleureux, où Lavaltroises et Lavaltrois pourront assister à des prestations artistiques, des événements variés ou tout simplement faire un arrêt en profitant d'une vue splendide sur le fleuve Saint-Laurent. La superficie totale de l'endroit pourra accueillir jusqu'à 500 personnes, évidemment lorsque les mesures sanitaires le permettront. La petite chapelle sera déplacée afin d'accentuer sa présence et de la mettre en valeur. Relocalisée sur le même terrain, elle sera plus visible aux yeux des gens qui circulent sur la rue Notre-Dame. Également, 40 places assises sont prévues. Il est prévu d'installer une pergola qui apportera un peu d'ombre, des îlots pour s'asseoir ou faire un pique-nique, de l'éclairage fonctionnel et des lumières d'ambiance. À tout cela s'ajoutent des haut-parleurs, de la végétation, du mobilier urbain et des supports à vélo. Inspiré de la thématique des contes et légendes, la place du 350e, le soir venu, scintillera. Des lumières incrustées au sol lui conféreront un petit air de constellation
brillante de mystère et de magie. De plus, en l'honneur des familles Souche de la Valtrie, les contre-marches du parvis de la chapelle seront gravées de leur nom de famille, rendant ainsi le site pleinement unique. La place du 350e sera accueillante, haute en couleurs et riche en histoire. La volonté de la ville de la Valtrie est d'en faire un espace tantôt paisible, tantôt animé, que les citoyennes et citoyens de tout âge s'approprieront. C'est un legs qui perdurera à travers les années, au plus grand bonheur des résidents actuels et futurs. Afin de permettre aux Lavaltrois et Lavaltroises de s'imprégner de l'esprit de cet espace, une vidéo sera diffusée incessamment sur les réseaux sociaux de la ville. Ce projet s'inscrit dans le programme particulier d'urbanisme qui fait suite à la démarche de planification stratégique de la ville de la Valtrie. Voici donc maintenant une courte vidéo en lien avec ce projet. On regarde. Allons maintenant à la pause. En ce 20 septembre, jour électoral, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Patrick Thibault, souhaite un heureux anniversaire à Carole Courchaine et souhaite bonne fête à Normand Houle. Les filles d'Isabelle, le cercle de Berthierville, souhaitent un heureux anniversaire à Ida Demers. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 20 septembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On passe maintenant au Centre d'action bénévole d'Autrey, un organisme fort dynamique dans notre région. Donc, le CABA propose une nouvelle activité qui se nomme « S'amuser au musée ». Cette activité sera présentée par Paul Boudreau
architecte retraité et bénévole au CABA. On en a parlé avec Christian Paquin-Coutu, qui est directeur adjoint, et M. Paul Boudreau. On écoute les deux représentants du CABA. Je suis en compagnie de Christian Paquin-Coutu. Bonjour Christian. Bonjour. Directeur adjoint au CABA, c'est bien ça? Exactement. Et M. Boudreau, qui est, on pourrait dire, un conférencier émérite maintenant au CABA. Parlez-nous, monsieur, justement, monsieur Boudreau, de votre expérience en histoire de l'art et de tout ce qui touche, on pourrait dire, les musées et tout. D'accord. Bien, d'abord, comme j'étais encore petit garçon, que je m'intéressais à l'histoire de l'art, quand il y avait des revues à la maison où il y avait des reproductions d'œuvres d'art, je les découpais et je les mettais dans mon scrapbook. Comme on disait aujourd'hui, oui. J'appelais ça ma collection privée. OK. Plus tard... Ça coûte moins cher. Oui, exactement. Plus tard, j'ai suivi des cours à l'Université McGill en histoire de l'art, au Cégep Maisonneuve, plusieurs cours, et aussi à l'Université de Montréal dans le cadre des Belles Soirées. J'ai suivi nombre de cours sur l'histoire de l'art. Alors, j'ai un minimum d'expérience dans ce domaine-là. Et ensuite de ça aussi, j'ai donné à peu près 15 conférences sur les voyages que j'ai fait à travers le monde. Oui, bien c'est ça. Et souvent, quand je visitais les capitales, il y a des grands musées, bien, j'y allais. Comme par exemple à Paris, le Louvre, le musée de la Gare d'Orsay, le musée Rodin, etc. À Florence, la Galerie des Offices, l'Académia, etc. Donc, vous êtes allé voir en vrai qu'est-ce que vous aviez mis dans votre scrapbook. Oui, exactement. Comparer si la photo était bonne et si tout. C'était vraiment ça, là. Exactement. Puis aussi, l'idée m'est venue de donner ces conférences-là au début de l'été. Parce que je me suis dit, dans le cursus scolaire au Québec et aussi ailleurs, il n'y a pas de différence. On peut faire des études même universitaires sans jamais trouver sur notre chemin un cours d'histoire de l'art. Je trouve que c'est une lacune qui manque à notre société et je voulais combler un peu cette lacune en donnant des conférences pour initier les gens au monde de l'art parce que c'est un monde où il y a des richesses inouïes, un peu comme la musique finalement. Mais ça suit aussi, on parle d'histoire de l'art, mais ça suit aussi l'évolution, on pourrait dire, des peuples et des choses. Tu sais, quand, comme vous dites, tu es allé faire des officines et tout, quand tu vas voir ces expositions-là, ou même à Paris, au Louvre, tu découvres comment je pourrais dire, l'évolution de la population. Parce que au début, les peintures étaient comme les photographies ou les photoreportages qu'on a aujourd'hui. Ah oui, donc, sûr. ça représentait la vie, ça représentait l'art de vivre des gens de l'époque. Les arts visuels représentent très bien l'histoire de l'humanité, de la civilisation. C'est ça. sûr, Donc, oui. que tu as l'histoire de la civilisation, de l'humanité. Donc, vous avez décidé de faire une série de conférences au CABA cette année. Donc, on va voyager par les musées et par l'art au lieu de voyager par les pays. Alors, ce qui est prévu, c'est de donner une série de 10 conférences qui vont s'échelonner de septembre à juin. Donc, une par mois environ. Et à chaque conférence, je vais traiter de 8 artistes. Okay. Pour donner une plus grande variété, une plus grande ouverture possible, j'ai choisi des artistes de différentes nationalités. Il va toujours y avoir un Anglais, un Français, un Italien, un Espagnol, un Américain, un Québécois et aussi un de d'autres nationalités à travers le monde. Et des 10 conférences, il va en avoir 8 qui vont porter sur la peinture et 2 qui vont porter sur la sculpture. Et c'est ça, et à chaque représentation, je vais projeter, en plus de parler de l'œuvre, de la vie de l'artiste, je vais projeter au moins 15 diapositives de chaque artiste, des œuvres de chaque artiste. Okay. Fait qu'au bout de l'année, ça va donner un total d'à peu près 80 artistes que les gens vont connaître et ça va former une bonne base pour aller plus loin si les gens le disent. Est-ce que vous donnez un diplôme à la fin? Je ne peux pas dire, avez-vous la possibilité d'offrir un diplôme? À chaque conférence, à la fin de chaque conférence, il va y avoir un quiz. Ah! Je vais poser 3 questions aux gens qui vont assister à la conférence. Et à la conférence suivante, je vais piger un gagnant.
et on va donner une œuvre d'art d'un artiste local ou un album d'œuvres d'art. C'est-à-dire pour donner un Rodin, vous avez déjà prévu dans votre collection privée, je ne sais pas, de donner des œuvres d'art. Ça va être un peu plus modeste, là, mais quand même, on va donner des prix pour ceux qui auront eu des bonnes réponses. Christian, je regarde Christian, les budgets sont pas là. Je vous rappelle que le Centre d'action bénévole est un organisme communautaire, donc on n'a pas les budgets d'offrir un Rodin. Quand même, mais il y a un très beau volet, je ne sais pas si ça va être Christian qui va parler, de la deuxième activité que vous voulez proposer par rapport à ça. Exactement, c'est une activité complémentaire à mes conférences. Bien, juste compléter. Donc, les conférences vont être disponibles en réel, donc en vrai. Donc, les gens vont pouvoir assister, mais ils vont être aussi rediffusés sur Internet et sur CTRB. Oui. Donc, les gens, même s'ils ne sont pas présents physiquement dans la salle pendant la conférence, ils ont quand même un mois pour compléter le quiz et nous le retourner pour pouvoir être éligibles au tirage. Donc, pour pouvoir vraiment offrir au plus grand nombre de personnes possible la chance de pouvoir gagner de ce côté-là. Donc, le deuxième volet, c'est un volet donc, on voit les œuvres virtuellement, mais c'est d'aller se rendre sur place dans des musées pour aller visiter et découvrir les œuvres en vrai. Donc, ce côté-là, on est en train de le travailler actuellement. Les normes de mesures sanitaires nous ont contraints de retarder un peu le lancement. Là, présentement, ça se délousse un peu parce qu'avec l'utilisation du passeport vaccinal, donc ça nous donne un peu plus de latitude. D'ailleurs, les gens qui vont être présentement en présence physique pour assister aux conférences vont devoir présenter le passeport vaccinal pour pouvoir assister. Et pour s'inscrire, les places sont limitées aussi pour respecter les normes sanitaires. Mais après ça, pour les visites de musées aussi, ça va prendre le passeport vaccinal pour embarquer avec nous dans les autobus. Donc là, présentement, on a quelques activités qui s'en viennent pour l'automne. Là, M. Boudreau va les apprendre en même temps que vous à la télévision parce que ça s'est canné dans les dernières heures. Donc, le 1er octobre, donc, il y a la Table des aînés de la Nodière qui organise une activité pour les aînés au Parc Antonio Barrette à Joliette. Donc, le Centre d'action bénévole d'Autriche s'est décidé, on va offrir le transport en autobus à ceux qui veulent y assister. Et sur place, il va y avoir une activité qui va être organisée par le Musée d'art de Joliette. Oui. Donc, et c'est une activité de création collective, de médiation collective. Donc, ça vient se joindre un peu à cette idée-là de s'amuser au musée, puis de toucher à l'art et de le vivre en vrai. Donc, ensuite, au mois d'octobre, on va avoir la date reste à déterminer, mais ce sera comme les conférences, un jeudi après-midi. Donc, on s'en va au Musée d'art de Joliette pour avoir une visite guidée avec un atelier de création aussi sur place. Et au mois de novembre, on devrait aller à l'espace à Repentigny, la galerie d'art. Diane Dufresne. J'avais Denise Pelletier, mais c'était pas la bonne affaire. Donc, à l'espace Diane Dufresne, où est-ce qu'il va y avoir une activité, une exposition avec Armand Vaillancourt. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, on devrait aller là au mois de novembre. C'est des transports par autobus. À partir de Berthierville, on peut prendre les gens sur le chemin et on va faire vraiment la sortie au tarif réduit. Donc, c'est vraiment pour relancer les activités. Les gens sont ennuyés de bouger, de sortir. Il faut recommencer à vivre. Exactement. Qu'on écoute justement, tu parlais tantôt de M. Dubé, M. Legault, il va falloir s'habituer à vivre avec ces situations-là et avec le passeport vaccinal, je pense que ça nous permet une certaine largesse. Là. Exactement. Bien, c'est pour ça, c'est pour justement relancer les activités puis se permettre d'accueillir le plus de gens possible puis de leur donner la chance d'être en contact avec l'art pour vrai, que le centre, bien, on s'est dit qu'on allait payer les autobus. Donc, les gens vont payer leur entrée sur place, tarif de groupe, donc c'est moins cher que s'ils y allaient par eux-mêmes. Et puis, bien, nous, on va s'organiser de fournir l'autobus pour se rendre sur place pour les sorties. J'imagine que M. Boudreau va les accompagner. Vous avez déjà prévu... À l'occasion, mais j'ai été étonné de voir à quel point il y a nombre de musées au Québec dont j'ignorais même l'existence. Il y a un musée d'art à Sherbrooke, Saint-Jérôme,
à Baie-Saint-Paul, à Joliette, évidemment, à Repentigny maintenant, à Ottawa. Évidemment, on ne parle pas de Montréal et de Québec, mais beaucoup de musées à visiter. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Ce n'est pas une colle, c'est votre question d'examen, disons. Okay. Vous avez, bon, vous allez dire que vous allez parler quand même d'artistes québécois. Avez-vous, à date, parce que comme vous connaissant vos devoirs et vos travaux sont déjà pas mal avancés, oui. Avez-vous eu votre coup de cœur ou votre belle découverte? Tantôt, on parlait d'Armand Vaillancourt. Avez-vous quelqu'un qui vous a un peu plus marqué avec les recherches que la première conférence d'artistes québécois dont je vais parler, c'est une japonaise. Okay. C'est Miyuki Tanobe, qui, évidemment, est née au Japon, qui a immigré au Québec dans les débuts des années 70, je pense. Et c'est une femme qui a fait une œuvre considérable. Elle peint dans des quartiers populaires comme Pointe-Saint-Charles, c'est son quartier préféré de Montréal. Elle peint des scènes de rue, mais d'une façon naïve. Okay. C'est un art naïf qu'elle produit. Et cette femme-là, elle a gagné elle est membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre du Québec, elle a gagné de multiples prix, puis elle a exposé un peu partout à travers le monde. Fait que je vais parler d'elle, je vais parler aussi de Jean-Paul Lemieux, de Ozias Leduc, etc., Serge Lemoine. Donc, on a bien hâte, avec collaboration avec vous, comme toujours, de présenter ça à nos auditeurs et on invite. Il reste encore quelques places, j'imagine, Christian, pour assister en présentiel? Pour assister en présence, oui, parce qu'on l'annonce là présentement. Donc, la première conférence, le 23 septembre prochain, donc c'est jeudi prochain. Alors, gênez-vous pas. On vous demande réservation obligatoire à l'avance pour qu'on puisse s'assurer que les gens aient leur passeport vaccinal et tout. Tu as donné le numéro de téléphone du CABA? C'est ce que je m'en allais faire. Donc, pour téléphoner, donc le 450-836-7122. Okay. Donc, pour s'inscrire et ou pour avoir des informations aussi pour les sorties qui s'en viennent. Donc, pour s'inscrire, par exemple, pour les conférences ou pour les sorties en autobus. Donc, téléphonez ou suivez notre page Facebook aussi du Centre d'action bénévole d'Autrey et les informations sortent là au fur et à mesure. C'est aussi possible de recevoir les informations par courriel. Donc, envoyez un courriel à info@cabautray.com et puis dans l'infolette, après ça, les gens peuvent s'inscrire puis recevoir les informations au fur et à mesure qu'elles sortent. Bon, je vous remercie beaucoup. Puis, merci de nous avoir reçus, Mme Yvon. Ça me fait plaisir, merci. Merci. Mentionnons également que le CABA organisera une sortie en autobus, on en a parlé il y a quelques instants, cette fois pour se rendre à l'activité organisée par la table régionale de concertation des aînés de Lanaudière à l'occasion de la Journée internationale des aînés. Ça se déroulera le 1er octobre prochain. Il faut s'inscrire au CABA 450-836-7122 ou encore, si vous êtes de Lavaltrie, 450-875-0921. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. À Joliette, le 30 janvier dernier, à l'âge de 88 ans, est décédé paisiblement M. Armand Goulet,
époux de feu Mme Jasmine Riopel et son ex-conjointe, feu Thérèse Deschênes. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gilbert Goulet, France Bellan, Anne-Marie Goulet, Daniel Tchernoff, Caroline Goulet, Pierre Richer, Jérôme Goulet, Amanda Demers, ses petits-enfants, Geneviève, Sacha Leduc, Camille, Alexandre, Jérémy, Olivier, Philippe, Rosabelle et Tristan. Son fils par alliance Daniel Labrie, Marie-Josée Lapierre, et leur fils Tristan, ses sœurs Réjeanne Goulet, feu Roger Deschênes, Armance Goulet, feu Paul Veilleux, son frère Gustave Goulet, feu Jacqueline Fauché, son ami de cœur Carmen Raille, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Clairette Riopel, Gilbert Rochon, Évangéline Riopel, feu Jérôme Riopel, feu Muguette Duquette, Hélène Maisonneuve, feu Robert Riopel, Renaud Riopel, feu Élise Riopel, plusieurs neveux et nièces, France, Gilles Gaétan, Lise Sylvie, Jocelyn Martin, Nathalie Francis, Suzanne Michel, Éric, Marie-Ève, Marc et Marilène, ainsi que plusieurs autres parents et amis, sans oublier sa grande famille des Chevaliers de Colomb, le Conseil 1468 de Joliette. La famille accueillera parents et amis le 25 septembre, samedi, de 12h30 au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de M. Goulet seront déposées au columbarium du complexe le même jour. Subitement à son domicile, le 10 septembre, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Suzanne Rainville, retraitée de l'enseignement, fille de feu Charles-Édouard Rainville et de feu Lucia Turcotte, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil son frère et sa sœur, Jacques Rainville, Marcel Rainville, feu Bernard Saint-Jean, sa nièce et ses neveux. Michel Saint-Jean, Martin Geoffroy, leurs enfants Guillaume, Mathieu, Marjorie, Robert Saint-Jean, Lynne Marchand, leurs enfants Juliette et Alexis, Patrick Lefebvre, Sophie Léger, leurs enfants Vincent, Magali, Hugo et Audrey, Christian Lefebvre, Christine Pagé, leurs enfants Antoine, Mathéo et Arthur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'Association québécoise de la douleur chronique arthrose. La famille accueillera parents et amis en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 16 octobre. Dès 13h, suivra les funérailles à 14h30. Madame Rainville sera inhumée au cimetière de Berthier. Au nom de CTRB et de tout son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont pour la météo. Donc, on commence avec ce soir, donc lundi soir, c'est un ciel dégagé, température de 17, température ressentie de 17 également. Pour cette nuit, passage nuageux, température de 14, température ressentie de 13. Et si nous passons à demain, donc mardi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 16, température ressentie de 15. Mardi après-midi, ciel variable, donc température de 24, température ressentie de 26, donc ça ressemble pas mal à aujourd'hui. Et pour demain soir, ciel variable, température de 20, température ressentie de 20 également. Donc c'est complet pour votre météo. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie d'avoir été à l'antenne pour ce bulletin du 20 septembre, jour d'élection fédérale. On se revoit demain en espérant avoir tous les résultats. À bientôt.